Et puis enfin, on va mettre en œuvre des histogrammes, hein, histogramme tout à fait classique, hein, Excel fait ça facilement. Deux types d'histogrammes, des histogrammes qui vont permettre de retracer la trajectoire de l'évaluation pour chacun des critères qu'on a retenus hein, tout au long de l'évaluation. Hein, ça permet de voir sur 6 mois, sur 1 an, comment a circulé, comment a évolué la qualité du recueil des faits, la centration sur l'enfant, l'élaboration de diagnostic. Et deuxième série d'histogrammes, document par document, on verra au travers de comment chaque document a mis en œuvre chacun des traits qu'on a étudiés. Ça permet donc une étude croisée assez fine. Voilà. Donc, une fois ces ateliers réalisés, donc on procède à l'analyse des données, traitement des données, et il va en sortir un certain nombre de constats. Voilà, donc je vais vous évoquer une douzaine de constats types hein, qui peuvent apparaître au travers de ce type de démarche. Premier constat, le défaut de centration sur l'enfant. Alors ça, c'est la grande maladie de la protection de l'enfance. Hein. On se fait tout savoir tôt ou tard. Hein. On est là pour intervenir en faveur d'un enfant, on le fait en toute sincérité, et puis on s'en rend pas toujours compte, on se fait détourner notre attention, notre intelligence, notre discernement par des sujets importants dont il faut qu'on parle, mais qui sont pas les sujets principaux. Ce que j'appelle moi des attracteurs périphériques. Hein. Alors les principaux ce sont les parents, bien sûr, mais ça peut être aussi les antécédents du cas, la taille du dossier, les relations entre les intervenants, le caractère pathétique de l'un des parents, les antécédents de placement du parent, enfin des choses dont il faut parler. Mais si on se met à en parler tellement longtemps et au travers de tant de lignes dans le document qu'on ne parle plus de l'enfant, eh ben on s'est planté, quoi. C'est vraiment trompé, le document n'a plus aucune valeur hein, en termes de document d'évaluation et protection de l'enfance. Donc là, c'est vraiment un des constats répétitifs et vraiment un des points de lacune majeurs qui va apparaître dans ce genre d'études. Second constat, les lacunes de la charge factuelle. Pourtant, il n'y a rien de mystérieux, il y a rien de, c'est pas d'une intelligence transcendantale que de dire que il faut que présenter des faits descriptifs hein, dans un document de protection de l'enfance pour que le décideur, le juge, puisse prendre la décision. Hein, je pense à ce qu'écrivait Michel Huyette il y a un certain nombre d'années, le juge des enfants. En tant que magistrat, il disait « Nous avons besoin de faits pour caractériser nos décisions. » C'est pas mystérieux. Or, il le disait déjà à l'époque, c'était dans les années 1995, hein, 99, il le disait, et le constat continue de perdurer, hein, les documents comportent trop peu de faits, il privilégie le diagnostic, l'analyse, la réflexion professionnelle, souvent de bonne qualité d'ailleurs, mais s'il n'y a pas les faits, ça permet pas de fonder une décision et de résister à l'attaque d'un détracteur. Donc trop peu de faits, et souvent en fait les faits, souvent ils sont connus, mais ils sont restés dans le cerveau du rédacteur. Il n'a pas jugé, il s'est pas rendu compte qu'il les a pas mentionnés. Et quand on lui demande, ben alors pourquoi tu dis ça? Eh bien parce que il va compléter, il va dire pourquoi les motifs très factuels, mais il les aura pas écrits. Hein. Troisième type de constat, une incapacité chronique à nommer la maltraitance. C'est très rare dans un rapport que quand il y a des pratiques maltraitantes qui sont pourtant bel et bien décrites, hein, ne sont pas nommés. Le terme maltraitance, il n'est pas écrit. Et la grande tendance de nombre d'intervenants médico-psychosociaux, c'est d'édulcorer leurs termes. Hein. Ils vont utiliser des termes atténués pour décrire des fonctionnements parfois dramatiques et complètement destructeurs. Constat suivant, alors bien sûr, il est corrélé avec les autres, hein, mais c'est l'insuffisance des préconisations, voire des mesures qui ne correspondent pas du tout à l'ampleur de la gravité décrite, hein, ou qui se décalent, des préconisations de renouveler les interventions. Finalement, la préconisation porte plus sur la mesure que sur la nécessité d'intervention directe pour le principal intéressé, c'est-à-dire l'enfant. Et les mesures de protection ne seront pas indiquées.
on va faire le constat aussi souvent de la faiblesse des trames de rédaction. Parfois, les trames carrément n'existent pas, hein, donc l'écrit d'autant moins être structuré. Mais quand il y a des trames, elles sont pas toujours évidentes. Hein. Les trames peuvent être redondantes, parler plusieurs fois de la même chose. Le rédacteur ne sait pas dans quelle partie de mettre tel ou tel élément. Elles peuvent ne pas être couvrantes. Hein, elles parlent pas vraiment du sujet central ou trop faire dévier l'attention professionnelle vers des sujets, vers ce que j'appelle les attracteurs périphériques, notamment le déroulement de l'intervention. Un rapport, ça ne porte pas sur le déroulement de l'intervention, hein. Ça porte sur l'évolution de la situation, pas confondre. Un autre phénomène qui va apparaître, qui est redoutable, c'est ce que j'appelle l'atténuation par anticipation. C'est quoi ça? Que les professionnels ont tendance, ils savent bien qu'il y a peu de moyens dans leur territoire, que les moyens ne vont pas être forcément à la hauteur des interventions qui doivent être posées pour assurer la protection de l'enfant. Mais ils vont au-devant, ils anticipent, comme ils savent qu'il n'y a pas les moyens, ils vont donc pas poser la nécessité d'une intervention lourde, forte. Hein. Et donc ils anticipent, ils vont au-devant. Donc c'est pas comme ça que les choses peuvent avancer, parce qu'il n'appartient pas aux professionnels, aux services de terrain, de ne pas préconiser une action nécessaire sous prétexte qu'il n'y a pas le moyen disponible sur le territoire, que sinon ça va jamais pouvoir évoluer. Donc l'importance de bien rappeler aux professionnels que s'il faut telle ou telle forme de placement dans telle ou telle institution, même s'il n'existe pas, il faut quand même l'indiquer. Après, il appartiendra aux décideurs, hein, qu'ils soient administratifs, judiciaires, aux institutions, de faire remonter vers les pouvoirs publics la nécessité de développer les dispositifs. Autre constat qui ressort de ce genre d'études, c'est l'isolement des acteurs de première ligne. Il n'est pas rare que, notamment dans les situations les plus délicates, qui mettent en difficulté les professionnels individuellement et collectivement, finalement, il n'y a plus qu'un seul intervenant en première ligne qui va dans la famille. Il est sûr que quand, par exemple, une technicienne d'intervention sociale et familiale se retrouve seule intervenante à rentrer dans une famille où un bébé est exposé à la violence de parents maltraitants, pathologiques, que la protection maternelle infantile n'y met plus les pieds parce que la famille le refuse, que les éducateurs n'y vont plus, la psychiatrie n'a plus accès. Cette technicienne d'intervention sociale et familiale est pas en mesure d'enrayer le processus. Et là, on est vraiment en présence d'une situation complètement infernale, quoi, pour la professionnelle et pour l'ensemble du service du partenariat qui n'arrive pas à mettre en place le dispositif nécessaire. La démarche fait apparaître aussi, donc c'est lié aux différents points qu'on vient de voir, mais un manque de formation. Hein, donc ce sont des points qui peuvent, comme je le disais tout à l'heure, s'acquérir, se travailler, on peut progresser là-dessus en formation continue, justement au regard des constats des enseignements d'une pratique de terrain qui ne manque pas de rappeler à chacun des grandes difficultés que pose la protection de l'enfance. Donc il apparaît également une défaillance du partenariat. Hein. C'est lié, quand je le disais tout à l'heure, qu'une professionnelle se retrouve toute seule, isolée, alors qu'il faudrait un ensemble de partenaires bien harmonisés autour de l'intervention. Également, ce qui ressort de l'étude des documents, c'est l'absence d'un lexique commun. Hein, les termes sont employés avec des sens qui sont différents, des termes flous sont utilisés, hein, adéquats, inappropriés, des termes qui édulcorent, des conditionnels qui n'ont rien à faire là, le personnel l'a dit ou l'a pas dit, hein, conditionnel, il n'y a pas besoin d'en servir, il semblerait, ils tournaient comme ça, mais bien sûr, on peut les utiliser, mais pas 14 fois dans un rapport, ou 8 fois dans une conclusion, quoi. Donc là, c'est au niveau du style du lexique des termes employés, hein, et la précision des termes cliniques aussi n'est pas toujours au rendez-vous.
Là, j'ai énuméré une dizaine de points assez négatifs. Hein. C'est ce qui apparaît ce qui ressort de ce genre d'études. Il y a aussi des points positifs. Je vais en citer deux. C'est justement, je parlais il y a un instant des failles du lexique, mais il y a aussi le constat d'une certaine professionnalité dans le style. Les pratiques d'écriture dans les écrits professionnels en protection de l'enfance ont beaucoup évolué au cours des 15-20 dernières années. On n'écrit plus aujourd'hui comme on écrivait il y a 20 ans, heureusement. À l'époque plus ancienne, les écrits étaient certainement moins rigoureux, plus romanesques, avec une intention littéraire plus évidente. Aujourd'hui, on est plus sur de l'écrit technique, d'une assez bonne teneur stylistique. Et puis, ce qui ressort aussi, c'est la sincérité des intervenants. Dans la grande majorité des cas, hein, les professionnels qui choisissent ces métiers difficiles, la protection de l'enfance, continuent de le faire pour avec des motivations nobles, hein, ce qui n'empêche pas, chacun a son petit placard aux cadavres familiaux avec des motivations plus ou moins sombres, ça varie selon les personnes, mais quoi qu'il en soit, il y a une noblesse de motivation qui est perceptible, hein, avec une vraie préoccupation. Le problème, c'est que parfois cette préoccupation, elle prend la place de la communication du danger. Hein, quand dans certains rapports, ce qui ressort, c'est surtout que les professionnels sont inquiets. C'est important, c'est louable, mais pourquoi? Ça, on ne sait pas toujours. Là, c'est plus problématique. Voilà, donc la démarche aboutit à la formulation d'un ensemble de préconisations qui sont singulières à chaque cas, mais qui vont tourner autour des mêmes sujets. On va y retrouver la création d'un pôle de soutien et de ressources, hein, ce que j'envisageais au début de cette intervention. La démarche de retour d'expérience donne l'occasion à la collectivité de se doter d'une instance interne de professionnels qui ont été formés aux techniques élaborées de la méthodologie d'évaluation clinique et qui seront en mesure d'intervenir dorénavant en amont des drames éventuels, hein, lorsque les situations en sont au niveau du risque crucial et pas du drame avéré, pour aider leurs collègues à mieux rendre compte de la situation de danger et permettre aux décideurs de se saisir et de prendre la décision de protection requise. Autre préconisation, elle concerne le protocole partenarial. Hein. Selon l'état de ce document, lorsqu'il a été travaillé, il y aura lieu soit, comme je disais, de le créer s'il n'existait pas, soit d'indiquer les améliorations à conduire sur ce document. Enfin, la préconisation nécessaire, une préconisation de formation, puisque les lacunes qui auront été identifiées au travers de la démarche vont déboucher sur un ensemble de préconisations pour justement faire monter en compétences les professionnels de la collectivité considérée, institution par institution, ou pourquoi pas, c'est encore mieux dans les démarches collectives, actions de formation qui vont porter sur les sujets qu'on a pu évoquer, la centration sur l'enfant, la charge factuelle, la nomination de la maltraitance, les écrits professionnels et leurs trames, l'efficacité des conclusions dans les écrits, l'utilisation d'un lexique opérationnel et partagé, et la capacité de maintenir une préconisation fondée. Donc cette méthode, elle est applicable dans bien des territoires. Hein. L'idée est simple, hein, c'est de réduire le nombre d'enfants tués dans leur famille malgré la présence des services mandatés. Et l'action à mener, c'est de mieux armer les professionnels pour réduire ce fléau. Maintenant il n'y a plus qu'à s'y mettre, quoi. Voilà, je vous remercie de votre attention.